France, attaché au respect des droits de l'homme, a renforcé par des opérations concrètes la solidarité entre le peuple de France et le peuple de Pologne. Après l'échec des négociations patronat-syndicat sur le financement de l'assurance chômage, le ministre de la Solidarité nationale, Pierre Bérégovoy, a commencé aujourd'hui à recevoir les partenaires sociaux. Les syndicats ont ou vont lui demander de faire pression sur le patronat pour qu'il accepte d'augmenter sa participation financière. En échange, les syndicats ont déjà dit qu'ils acceptaient des économies. Pour appuyer cette demande, les syndicats organisent une journée d'action le 19 octobre. Seule la CGT n'a pas encore dit si elle y participerait, mais elle annonce des initiatives. Si le patronat refuse de céder, faute donc d'un accord contractuel, le gouvernement devra prendre des mesures autoritaires. La position du gouvernement a été définie clairement par le Premier ministre dans l'interview publiée aujourd'hui par Le Matin. Il déclare en substance que la politique de rigueur sera à l'ordre du jour tant que durera la crise et que chacun devra y prendre sa part. Alors, en choisissant d'adapter sa politique économique aux circonstances qui sont celles de la crise, le gouvernement de gauche engage son avenir, Gilles Vaubourg. Oui, c'est un engagement politique majeur et qui se précise au fil des semaines. Il mérite réflexion. Pour les Français, le niveau de vie, ça compte. Les prix, les salaires, les taxes, les charges, les pensions, les retraites, les impôts, le chômage, l'UNEDIC, tout cela, au bout du compte, donne une impression générale, plus ou moins bonne. Les Français vivent plus ou moins bien selon les classes sociales, selon le lieu, selon leur âge, selon leur sexe. Il y a bien sûr la liberté, les libertés, la justice, la réduction des inégalités, la sécurité, l'image de la France, l'image de ceux qui nous gouvernent. Mais il y a aussi le poids des mots, la dynamique des mots. La gauche connaît leur importance. Pendant un an, à partir du 10 mai, le mot-clé, ce fut le mot changement. Souvenez-vous, le changement partout sur l'air des lampions. Voici venue la mode du mot rigueur. La rigueur dont on parle à la radio, à la télé, dans les journaux, la rigueur sur toute la ligne et pour longtemps. Rigueur pour les salaires, pas de rattrapage du pouvoir d'achat avant la fin 83. Rigueur pour les prix. Le gouvernement interviendra chaque fois qu'il y aura le moindre dérapage. Rigueur pour le temps de travail, pas de réduction en 83. Plus tard, si l'on travaille moins, l'espérance de pouvoir d'achat sera moindre. La rigueur dans la gestion du pays pourra-t-elle, dans les 4 années qui viennent, déboucher sur une plus grande justice sociale et sur un mieux-être collectif? Voilà la question. Crise ou pas crise, c'est plus vrai pour un gouvernement de gauche que pour un gouvernement de droite. Le bilan social conditionnera le choix des Français. À l'Assemblée nationale, le groupe socialiste a rejeté aujourd'hui le projet de loi sur les cotisations des pré-retraités présenté par le ministre de la Solidarité nationale, Pierre Bérégovoy. Le projet prévoit l'alignement des cotisations des pré-retraités sur celles des salariés en activité. Explication du porte-parole du groupe socialiste, Claude Estier: nous nous sentons une obligation morale vis-à-vis des pré-retraités. Depuis quelques jours, artisans et commerçants manifestent pour protester contre l'accroissement de leurs charges. Hier, par exemple, à Dijon, ils étaient 7000. Aujourd'hui, manifestation à Paris. De la Bastille au ministère des Finances, en passant par la mairie de Paris, plus de 20 000 manifestants ont répondu à l'appel de l'Union professionnelle artisanale. 4 confédérations nationales étaient présentes: les métiers, le bâtiment, l'alimentation et les ruraux. Les organisateurs ont indiqué qu'ils représentaient 1 140 000 salariés et que leur chiffre d'affaires était 2 fois plus important que celui de l'agriculture et 3 fois supérieur à celui du secteur automobile. Travailleurs indépendants, ils estiment avoir droit aux mêmes égards que tous les autres travailleurs, qu'ils soient coiffeurs, boulangers, épiciers, chauffeurs de taxi. Tous font savoir que leur horaire hebdomadaire excède souvent 50 heures, qu'ils paient de plus en plus de TVA et de charges sociales. Cette manifestation imposante est l'expression, disent-ils, de leur ras-le-bol. Ils rejettent par ailleurs tout blocage des prix, dont les conséquences sur les revenus deviennent insoutenables. Pour vous, c'était une nécessité impérieuse de descendre dans la rue? C'était une nécessité impérative. Nous ne pouvions plus. Nous étions poussés par nos dirigeants, par nos militants, par nos cadres, par la base. Nous étions obligés de descendre, sinon on disait qu'on ne faisait rien. Et il faut que maintenant le gouvernement comprenne que l'artisanat, qu'il veut qu'il soit représentatif, soit aussi écouté. C'est une manifestation politique? Non, absolument pas politique. Nous sommes des syndicalistes des apolitiques. Nous cherchons simplement à reconnaître envers le droit de vivre, le droit comme tout le monde, de vivre dans la nation française.
Explication du ministre de l'économie Jacques Delors sur l'autorisation donnée aux constructeurs automobiles d'anticiper sur la sortie du blocage des prix. Il fallait donner à l'industrie automobile un signe qui est autant psychologique qu'économique dans un climat qui était un peu désespérant pour elle. Il a rappelé cependant que la hausse des prix des voitures ne peut pas intervenir avant la réunion du comité des prix prévue vendredi. Après les révélations faites hier par le journal Libération sur l'existence d'un scandale immobilier à Paris, Jacques Chirac, qui a ordonné une enquête, a annoncé ce soir qu'il ferait une déclaration demain. Il a ajouté qu'il apporterait une information très intéressante à propos de cette affaire. Pour sa part, la CFDT de l'Office public des HLM de Paris a demandé l'ouverture d'une enquête parlementaire. Jean Schwerdelin, le responsable des bureaux d'études, accusé par Libération d'avoir vendu pour plusieurs millions de francs de faux rapports à des organismes de HLM parisiens, a décidé de porter plainte contre le journal. Il s'est expliqué au cours d'une conférence de presse cet après-midi. Est-ce que vous allez porter plainte contre le journal Libération? Je vais constituer un avocat spécialisé dans les procès en diffamation, car le nôtre n'est qu'un spécialiste des problèmes immobiliers. Et dans la mesure où il acceptera ma version, je souhaite vivement que je puisse le faire. Est-ce qu'il est exact que vous avez été condamné par les tribunaux? Je vous répète que j'ai demandé l'extrait de mon casier judiciaire, je l'aurai sous la semaine, et vous verrez que dessus il ne figure aucune condamnation. Il n'y a pas eu de condamnation amnistiée? Je vous dis qu'il n'y a aucune condamnation sur mon casier judiciaire. Je pense que c'est clair, c'est simple, c'est net. Est-ce que ce sont vos liens avec le RPR qui vous ont permis d'obtenir la majorité des études demandées par la mairie de Paris pour ces réhabilitations? Non, absolument pas. Le problème est venu d'une commande que le dernier ou l'avant-dernier préfet de Paris, je pense que c'était du temps de M. Verdier, mais je n'en suis plus très sûr, où il nous a été commandé un plan de référence de la ville afin que nous déterminions, en fonction de critères importants, quelles étaient les zones devant faire l'objet d'une réhabilitation et non pas d'une rénovation, parce que le problème humain avait beaucoup concerné M. Verdier en particulier, et c'est là où nous avons fait le plan de référence en déterminant ces zones d'urgence. Vous n'avez aucun lien avec le RPR? Je suis membre du RPR, mais j'ai une carte et ça me coûte 50 ou 100 francs. Le principal reproche que l'on a fait à vos études, c'est qu'elles étaient bidons. Est-ce que c'est vrai? Oui, écoutez, il y a dans la liste des références l'ensemble des sociétés HLM pour lesquelles nous avons travaillé. Nous n'avons pas eu un client qui aurait tout accepté à la suite de combine ou de copinage, comme il a été dit. Il doit y avoir 20 ou 25 clients qui tous ont une étude, qui tous ont une approche qui leur est propre, car ils gèrent leur patrimoine et ces opérations d'une façon différente. Questionnez-les, mais moi je suis tout disposé à être confronté avec celui qui me dira que l'étude ne l'a pas satisfait. En tout cas, je peux vous dire que s'il n'avait pas été satisfait, il se serait bien gardé de nous payer et qu'à des queues de travaux près, nous sommes honorés par l'ensemble des sociétés avec lesquelles nous avons contracté. Mais enfin, on n'a pas eu 700 millions de centimes, puisqu'on parle encore en centimes 30 ans après, qu'on s'est mis dans la poche en présentant un dossier bidon tel que ça a été dit. À la suite de cette affaire, le conseil politique du RPR réuni aujourd'hui s'est déclaré scandalisé par la dégradation du débat politique. Pour le secrétaire général du RPR, Bernard Ponce, il s'agit là d'une campagne d'opinion dans le plus pur style des ligues fascistes d'avant-guerre. Notre confrère Dominique Baudis, qui a présenté Soir 3 pendant plusieurs mois, a annoncé aujourd'hui officiellement sa candidature à la mairie de Toulouse, à la tête de la liste Toulouse pour tous. Il prend ainsi le relais de son père, Pierre Baudis, maire de la ville depuis 1977. En annonçant sa candidature, Dominique Baudis a déclaré qu'il n'appartient à aucun parti politique et qu'il refuse de se situer de quelque façon que ce soit sur l'échiquier national. Le Conseil représentatif des institutions juives de France et l'association France-Israël protestent aujourd'hui contre la perspective d'une rencontre entre le ministre des Relations extérieures, Claude Cheysson, et le chef de l'OLP, Yasser Arafat. Israël a fait savoir sa profonde déception. Cette rencontre était prévue demain à Tunis, mais il n'est pas certain qu'elle ait lieu. Je serais très intéressé de rencontrer à nouveau Yasser Arafat, a déclaré aujourd'hui Claude Cheysson, mais il n'est pas certain que je puisse le faire, car Yasser Arafat est actuellement occupé par une très importante mission. Le chef de l'OLP est toujours en Jordanie, où il est arrivé vendredi dernier. Et au cours d'une conférence de presse à Amman ce soir, Yasser Arafat a révélé que ses entretiens avec les dirigeants jordaniens portaient sur la création d'une éventuelle fédération jordano-palestinienne. Les discussions vont se poursuivre, a-t-il ajouté. Crise politique au Japon. Contesté par certains courants de son propre parti, en particulier pour sa politique économique, le Premier ministre Senko Suzuki a démissionné de ses fonctions de président du Parti libéral-démocrate. Cela entraîne automatiquement qu'il démissionne aussi
de son poste de Premier ministre. M. Suzuki dirigeait le gouvernement japonais depuis un peu plus de 2 ans et sa démission a beaucoup surpris au Japon. Zenko Suzuki, que l'on voit ici lors de ses récents entretiens à Pékin avec le Premier ministre chinois Zhao Ziyang, était au pouvoir depuis un peu plus de 2 ans. Socialiste, il avait rejoint le Parti libéral en 1949, puis en 1955, il adhère au Parti libéral-démocrate, le parti au pouvoir. La démission de Suzuki a surpris tout le monde puisqu'il avait annoncé son intention de briguer un nouveau mandat et qu'il avait toutes les chances de l'obtenir. Depuis quelques mois cependant, Suzuki était très critiqué et sa cote de popularité était en baisse. Ses amis lui reprochaient le manque d'assainissement des finances publiques et ses ennemis ses liens très étroits avec M. Tanaka, compromis dans une affaire de pot de vin. Alors M. Suzuki, qui sur ces images assiste à une cérémonie à Nagasaki, a-t-il eu peur aussi d'un déballage juste avant sa réélection? La plupart des observateurs se posent la question. Alors, les circonstances de cette démission montrent, Henri Didona, que le Japon, célèbre pour son dynamisme économique, n'est pas lui non plus épargné par la crise. Absolument pas. Tout récemment, le gouvernement japonais a pris toute une série de mesures pour remédier aux problèmes suivants. Déficit budgétaire, saturation du marché intérieur, baisse des investissements, diminution des exportations. Alors on ne peut pas dire, certes, que la situation économique au Japon soit catastrophique, puisque le taux d'inflation reste très bas et puisque le taux de croissance reste très intéressant, 3,5% en 82 au lieu des 5% initialement prévus. Monsieur Zenko Suzuki était partisan de la rigueur budgétaire, tandis que 2 de ses ministres, le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre de la Planification, eux, étaient partisans de la relance économique. Donc on peut dire, et c'est évident, que durant son mandat, et en ce qui concerne l'économie, M. Suzuki n'a pas obtenu toutes les performances voulues et qu'ainsi son prestige en a considérablement souffert. Audacieuse opération de la police italienne en Amérique du Sud pour ramener à Rome un terroriste d'extrême droite impliqué dans l'attentat de la gare de Bologne en 1980. 86 morts et plusieurs centaines de blessés. Faux détournement d'avion, policiers italiens infiltrés en Bolivie. Avec l'aide des nouvelles autorités boliviennes, l'opération a réussi et l'avion spécialement affrété par la police italienne est rentré cet après-midi à Rome avec le terroriste à son bord. Mais grièvement blessé lors de son arrestation en Bolivie, il a été transporté à l'hôpital dans un service de réanimation. Il est ce soir dans le coma. Les policiers italiens espéraient également ramener le chef de Pierluigi Pagliai, mais celui-ci a réussi à leur échapper. Un avion libyen s'est posé en catastrophe ce soir à Clermont-Ferrand à la suite d'une alerte à la bombe. Les 86 passagers ont été évacués et pris en charge par un autre appareil. La visite de sécurité du premier avion doit être effectuée par une équipe spécialisée de la compagnie libyenne. Ouverture aujourd'hui à Angoulême du procès des ravisseurs de l'ancien vice-président du CNPF, Michel Maury-Laribière. Jacques Yvert, accusé de l'enlèvement, est resté muet. Il refuse de répondre aux questions des magistrats. Sa complice, en revanche, a accepté de parler. L'audience reprendra demain. Football, nous avons vu au début de ce journal les résultats de la 10e journée du championnat de France. Nous allons voir maintenant le résumé en images de 3 rencontres. Daniel Leclerc. Oui, et tout de suite, Geneviève, je voudrais commencer quand même par une information très intéressante pour le sport français. Nous comptons ce soir un 2e champion d'Europe en boxe. Dans la catégorie des super légers, le Marseillais Robert Gambini est devenu champion d'Europe de la catégorie. Il a battu ce soir au Royal Albert Hall de Londres le tenant du titre, qui n'est autre que l'Anglais Clinton Mackenzie, par disqualification pour coup bas à la 2e reprise. Voilà, Geneviève, ce que je voulais vous donner en ouverture. Surprise, la défaite de Nantes. Oui, vous l'avez dit en ouverture de ce journal, Nantes a été battue sur son terrain par l'équipe de Metz 3-2. Les Nantais ont largement dominé la rencontre, mais se sont exposés au contre des Messins. Victoire surprise des Messins 3-2. Avec ce centre de Barankeli, Nantes ouvre le score par José Touré. On joue depuis 37 minutes, 1-0. C'est le score à la pause. Dès la reprise sur ce coup franc d'Oscar Muller, Tucac contre son camp donne un 2e but aux Nantais. On croit que le leader s'achemine vers une large victoire, mais les Messins vont réagir une première fois après cette action qui donne un corner à l'avantage des Messins et un but de Bernade, 2-1 pour Nantes.
Les Messins, encouragés par cette réussite, égalisent 3 minutes plus tard après un bon travail de Brasigliano, que voici, et qui dans un instant va donner un bon ballon à Crimo, qui trompe Bertrand Demanne, 2 buts partout. Et ce n'est pas fini, vous allez le voir, stupeur dans le stade, juste après l'heure de jeu. Metz remporte la victoire grâce à ce 3e but de Bellus. Metz l'emporte 3-2, c'est la grosse surprise de la soirée. Nous restons sur les bords de l'Atlantique avec le match Bordeaux-Lyon. Les Bordelais sont en grande forme, ils restent sur 5 victoires consécutives. Pour ce match important, Lyon était privé de son stratège Serge Chiesa. Résumé de la partie des images de notre station FR3 Bordeaux. Et il y a eu beaucoup de buts, vous allez le voir. Les Girondins en maillot bleu ouvrent le score dès la 5e minute de jeu. Après cette action d'Alain Giresse, un ballon qui file sur la droite pour Touvenel, un centre à destination de Dieter Müller, reprise de la tête et 1-0 pour Bordeaux. Après cette touche, les Bordelais doublent leur capital. Une belle ouverture d'Alain Giresse, petit exploit technique de Dieter Müller et 2e but pour Bordeaux. Après 22 minutes de jeu, c'est aussi le score à la mi-temps. Dès la reprise, Bordeaux inscrit un 3e but, centre de Jean Tigana, reprise terrible de Dieter Müller encore lui. C'est le 3e but pour l'Allemand qui va marquer un 4e but sur cette action, centre de Touvenel. Reprise de Müller, 4-0 pour Bordeaux et 10e but de la saison pour Dieter Müller. Sur ce corner, Ferry pour Lyon sauve l'honneur, 4-1. Les Bordelais marquent un 5e et dernier but à la suite de cette montée du capitaine bordelais Alain Giresse qui est contré au tout dernier moment. Domenech qui a suivi trompe Topalovic, un tir tendu, 5-1. C'est la 6e victoire consécutive des Bordelais. Et pour terminer ce mini Tour de France, le Paris Saint-Germain recevait ce soir au Parc des Princes l'équipe de Sochaux. Depuis le début de la saison, les Sochaliens ont du mal à trouver leur équilibre. Un match qui s'est disputé devant une petite assistance, à peine 15 000 spectateurs. Je vous propose de voir quelques extraits de cette rencontre. Les Parisiens ont bien failli ouvrir le score dès la 5e minute de jeu. Dominique Battenet lance une gomme sur la droite, un centre impeccable. Et au 2e poteau, Tocco rate le but de quelques centimètres. En fin de première période, les Sochaliens à leur tour se montrent dangereux sur ce coup franc de Lubin. Tête de Stopira et Baratelli d'une superbe détente détourne le ballon à la mi-temps 0-0. Sur ce coup franc tiré par Daleb, renvoi de la défense sochalienne, tir de Lemou pour Fernandez qui trompe Rost. On est à la dernière minute du match. Le capitaine de Sochaux se précipite vers l'arbitre pour réclamer un hors-jeu, mais M. Bakou maintient sa décision. Petite mais précieuse victoire de Paris Saint-Germain 1-0. Et pour terminer, je vous donnerai le classement de ce championnat de France de première division. 3 ex-aequo en tête du classement. Nantes, Bordeaux, Lens qui compte 15 points. 4e Nancy, 13 points. 5e Paris Saint-Germain, 12 points. Prochaine journée dans 3 jours, vendredi. Voilà. Le temps demain pour terminer, il sera généralement médiocre avec de la pluie et du vent. De belles éclaircies cependant le matin près de la Méditerranée. Des pluies orageuses sur les Alpes et les Pyrénées. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée sur FR3 avec Prélude à la nuit.